Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers parents. Bonjour, chers élèves. Bienvenue sur votre plateau de télé-école, la télé 100% éducation. Aujourd'hui, dans le cadre du programme Raconte-moi l'indépendance que vous voyez derrière moi, nous allons vous présenter un thème très important et très intéressant. Non seulement pour les élèves de la classe de 3e qui préparent le BFM, mais aussi pour les élèves de la terminale. Le thème porte sur les causes et les formes de la décolonisation, c'est-à-dire comment les pays colonisés ont pu obtenir leur indépendance et quelles sont les causes et les différentes formes de décolonisation. Au micro, vous avez votre frère Philippe Malik John, professeur d'histoire et de géographie au CM, les pionniers du syndicalisme africain du Rufisque Commune. Je suis par ailleurs membre du club SENEM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias. Une association qui regroupe des professionnels de l'éducation et qui œuvre pour l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans notre système éducatif. Aujourd'hui, on l'a constaté, ce sont des technologies incontournables pour renforcer les pratiques d'enseignement-apprentissage. Donc, nous allons procéder de cette sorte. Nous allons vous projeter donc, les grandes lignes de notre thème, suivies d'explications, et nous allons prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous expliquer les causes de la décolonisation et les différentes formes de décolonisation. Sans plus tarder, nous allons démarrer la présentation à l'aide donc de diapositives. Chers élèves, comme nous vous l'avons annoncé tantôt, notre thème d'aujourd'hui porte sur les causes et formes de la décolonisation. Avant de commencer la leçon, je vais d'abord, dans la diapositive suivante, vous présenter les compétences et objectifs exigibles de cette leçon. Comme objectifs et compétences exigibles, nous avons quoi? À la fin de la leçon, vous devez être en mesure d'appréhender les causes et les différentes formes de la décolonisation. C'est-à-dire, vous devez pouvoir identifier quelles sont les causes de la décolonisation, de les caractériser, mais aussi identifier les différentes formes de décolonisation et de les décrire. Selon les pays et les continents, on n'a pas eu les mêmes formes de décolonisation. Mais la compréhension de cette leçon nécessite un certain nombre de prérequis. Il y a des connaissances que vous devez pouvoir maîtriser avant d'entrer dans le vif du sujet, et c'est ce que nous allons voir dans cette diapositive. Comme prérequis, il faut comprendre les systèmes coloniaux, notamment les exemples français et britanniques. Les Français ont eu un système colonial basé sur l'administration directe et l'assimilation culturelle. Contrairement aux Britanniques qui avaient un système colonial basé sur l'administration indirecte ou indirect rule, mais aussi l'association. C'est important de le savoir parce que, en termes de décolonisation, les Anglais ont été beaucoup plus pragmatiques que les Français. Et ceci est en partie dû aux systèmes coloniaux qui ont été mis en place durant donc la colonisation. Mais aussi, il faut connaître les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, notamment en Afrique. La guerre va affaiblir les grandes puissances colonisatrices, la France, l'Angleterre. Mais aussi, la guerre va permettre aux Africains de découvrir énormément de choses sur l'Europe. L'Europe que beaucoup ne connaissaient pas. Ils voyaient seulement les Blancs en Afrique, mais ils ne savaient pas leur mode de vie chez eux et beaucoup de réalités. Et grâce à cette guerre, durant laquelle les Africains sont partis combattre, l'Afrique a fourni un effort de guerre considérable. Elle a non seulement envoyé des soldats partis combattre, mais aussi elle va envoyer des vivres pour nourrir ceux-là qui étaient au front.
Et ces soldats qui ont combattu aux côtés de leurs frères européens se sont rendus compte que blancs et noirs sont les mêmes. Et ceci va éveiller les consciences. Il y aura donc un réveil de conscience et va alimenter des revendications nationales et démocratiques. Donc c'est important, avant d'aborder les causes et les formes de décolonisation, donc de rappeler ces différentes notions qui sont d'une importance capitale. Maintenant, nous allons passer aux causes de à la définition d'abord de la décolonisation, parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on appelle décolonisation. Donc, chers élèves, nous faisons cette proposition de la décolonisation. On peut donc définir la décolonisation comme étant ce mouvement de lutte par lequel les peuples colonisés se sont mobilisés pour revendiquer et obtenir leur indépendance. Je répète, donc on peut définir la décolonisation comme étant ce mouvement de lutte par lequel les peuples colonisés se sont mobilisés pour revendiquer et obtenir leur indépendance. Donc voilà une définition de la décolonisation. Et dans la diapositive suivante, nous allons voir quelles sont les causes de la décolonisation. Et ces causes, nous les avons classées en deux grandes catégories. D'une part, on a les causes externes ou indirectes, et d'autre part, les causes internes ou directes. Qu'est-ce qu'on entend par cause externe ou indirecte? Il s'agit de ces différents événements qui se sont déroulés en dehors des colonies et qui ont eu un impact, ne serait-ce qu'indirect, sur le processus de décolonisation. Donc, à travers le monde, beaucoup d'événements se sont passés en dehors des colonies et ces événements vont influencer de façon indirecte, si on peut le dire ainsi, la décolonisation. Et qu'est-ce qu'on appelle cause interne ou directe? Les causes internes, ce sont les événements et faits qui se sont passés dans les colonies et qui ont directement influencé le processus de décolonisation. Donc, c'est important de faire la part des choses. Il y a ces causes-là, ces événements à l'intérieur des colonies qui ont directement influencé le processus de décolonisation et il y a à côté les causes externes ou indirectes, c'est-à-dire ces événements qui se sont déroulés en dehors des colonies. Comment les appréhender? Si on prend les causes externes ou indirectes, on peut parler notamment des conséquences de la Seconde Guerre mondiale, avec l'affaiblissement des puissances coloniales. La France et l'Angleterre, qui avaient les plus grands empires coloniaux, sont affaiblis. Elles sont ruinées. Et la guerre a permis de prouver que c'était des puissances invincibles. Et en même temps, cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, va favoriser l'émergence de deux grandes puissances, à savoir les États-Unis et l'URSS. URSS. U, Union, R, des républiques, S, socialistes, l'autre S, soviétique. Et comme autre cause externe, on peut parler du rôle joué par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette organisation, dans sa charte, ce qu'on appelle la Charte des Nations Unies, dispose du droit des peuples à l'autodétermination. L'ONU condamne le colonialisme et elle était devenue une tribune où les peuples qui étaient sous domination coloniale pouvaient aller se plaindre. C'était devenu une tribune de contestation du colonialisme. À côté de ces deux éléments évoqués tantôt, on peut parler de l'anticolonialisme des deux grands,
Qui sont ceux-là appelés les deux grands? Il s'agit des États-Unis qu'on a évoqués tantôt et de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'était en quelque sorte, comme on l'a dit, les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et si ces deux grandes puissances ont été contre l'impérialisme, cela est dû à diverses raisons. Il y a les raisons économiques, mais aussi il y a les raisons idéologiques. Comme raison économique, ces deux puissances avaient besoin du marché de ces pays colonisés, mais aussi ces puissances avaient besoin des matières premières de ces pays. Et tant que ces nations étaient sous domination coloniale, les États-Unis et l'URSS ne pourraient pas accéder à ces marchés-là pour donc ces différentes raisons que l'on vient de citer. En dehors de cela, les États-Unis et l'URSS avaient une opposition idéologique. Du côté de l'URSS, on a le communisme et du côté des États-Unis, on a le capitalisme libéral. Et chaque puissance va vouloir accueillir de nouveaux adeptes pour pouvoir renforcer son camp. Il est important de le rappeler, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une opposition va naître entre le bloc de l'Est pro-URSS et le bloc de l'Ouest pro-États-Unis. Et une nouvelle guerre qu'on appelle guerre froide va commencer. C'est une guerre qui va se passer par pays interposés. En quelque sorte, il y a eu des crises dans différents pays où chacune des parties était soutenue soit par l'URSS, soit par les États-Unis. Donc, il y a aussi la conférence de Bandung de 1955. Cette conférence qui condamne le colonialisme et qui soutient les peuples qui sont encore sous domination coloniale. Et cette conférence va jeter les bases du non-alignement, le mouvement des non-alignés. Qu'appelle-t-on mouvement des non-alignés? On l'a rappelé tout à l'heure qu'il y a eu cette opposition Est-Ouest, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Le mouvement des non-alignés qui a condamné le colonialisme et qui soutient les peuples encore colonisés ne voulait pas, en quelque sorte, faire partie ni du bloc de l'Est ni du bloc de l'Ouest, mais voulait maintenir une politique de neutralité. Et donc, la conférence de Bandung jette les bases de ce mouvement et cette conférence, comme on l'appelle souvent, le coup de tonnerre de Bandung, sera d'une importance capitale dans le processus de décolonisation. Donc nous venons de voir quelques éléments des causes ou facteurs externes ou indirects et nous allons maintenant aborder les causes internes ou directes. Toujours un élément qui revient dans ces causes internes, on l'a évoqué tout à l'heure dans les causes externes, il s'agit de quoi? Des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. La guerre a permis aux Noirs de démystifier l'homme blanc. Cette prétendue supériorité de l'homme blanc. Le Noir qui voyait le blanc comme un être supérieur, le blanc qui considérait le Noir comme un être inférieur, sans intelligence ni civilisation, ils sont partis ensemble combattre. Les Noirs ont vu des Blancs fuir, des Blancs mourir, des Blancs pleurer. Et les Noirs ont participé à la libération de ces pays occupés par les puissances de l'Axe. C'est l'exemple de la France, avec le débarquement de Normandie. Donc, les Noirs ont participé à la libération de ces peuples
habitant les métropoles. Et ils sont revenus avec une conscience éveillée. Ils sont revenus avec un autre regard sur l'homme blanc qui toujours considérait le noir comme étant un être inférieur. Et ceci a été d'une importance capitale dans le réveil national. Et un peu partout, en Afrique comme en Asie, des mouvements nationalistes vont émerger. Et donc, ça nous permet d'aborder le deuxième point, le rôle joué par les intellectuels à travers les partis politiques qui seront formés, les mouvements nationalistes qu'on a évoqués tantôt, les syndicats, et tous ces mouvements ont apporté une contribution considérable dans l'éveil des consciences. Rappelons-le, ces intellectuels qui ont créé ces mouvements politiques, ces mouvements nationalistes, ces syndicats, sont formés par l'école coloniale. Et d'ailleurs, ceci pousse certains à dire que la colonisation a semé les propres germes de sa destruction. Pourquoi? Ces intellectuels sont formés par l'école coloniale et ils sont imbibés des idéologies, des idéaux de démocratie, de liberté, en quelque sorte. Et ils vont donc s'organiser, mener des luttes, faire la pression pour libérer leur peuple de cette domination coloniale, pour émanciper leur nation. Comme autre cause, on va évoquer le sentiment de frustration dû à l'exploitation économique. La volonté des populations à reconquérir leur liberté. Le peuple était frustré, fatigué. Durant la Seconde Guerre mondiale, qu'on vient juste d'évoquer, pour pouvoir financer la guerre, pour pouvoir nourrir les soldats qui étaient au front, il fallait augmenter la production, il fallait lever les impôts. Et par conséquent, le travail forcé est accentué. On réquisitionne la main-d'œuvre pour qu'elle travaille, mais aussi on réquisitionne les récoltes pour nourrir les soldats qui sont au front. Tout cela avait fini par frustrer ces peuples, ces indigènes fatigués et qui demeuraient dans des situations très, très difficiles, dans des conditions de vie dramatiques. Donc, l'ensemble de ces facteurs ont eu à favoriser la décolonisation. Maintenant, comment cela s'est fait d'un pays à un autre? Il y a eu donc différence. Il y a plusieurs formes de décolonisation. Et c'est ce que nous allons voir dans cette diapositive. Donc, la décolonisation a connu deux grandes formes. On a la décolonisation dite violente et la décolonisation dite pacifique. Qu'est-ce qu'on appelle décolonisation violente? C'est quand l'indépendance est le résultat d'un affrontement armé, c'est-à-dire d'une guerre entre la puissance coloniale et les mouvements nationalistes. Voilà ce qu'on appelle décolonisation violente, quand le pays accède à l'indépendance après avoir mené une guerre contre la puissance colonisatrice. Et il y a plusieurs exemples de ce genre. On a l'exemple de l'Algérie, une colonie française, de même que de l'Indochine, une colonie française. On a aussi l'exemple des colonies portugaises d'Afrique, telles que la Guinée-Bissau ou l'Angola. Je reviens un peu sur ce que je vous disais dans les prérequis à propos des systèmes coloniaux. Comme nous le voyons ici, cette forme de décolonisation violente, on l'a retrouvée dans les colonies françaises et portugaises. Et je vous l'annonçais,
les Français avaient un système axé sur l'administration directe. Quant à la décolonisation pacifique, c'est quand l'indépendance est obtenue à la suite d'un long processus de négociation. Je répète, décolonisation pacifique, c'est quand l'indépendance est obtenue à la suite d'un long processus de négociation. Et c'est l'exemple dans la majorité des pays d'Afrique noire. C'est aussi l'exemple de l'Inde. L'Inde qui était une colonie britannique. Dans la majorité des pays d'Afrique noire, on a l'exemple de l'AOF, l'Afrique occidentale française, de l'AOF, l'Afrique équatoriale française. Donc, ces différentes nations de l'AOF et de l'AOF ont pu obtenir leur indépendance de façon pacifique et ceci s'est fait à travers un long processus de négociation. Maintenant, il faudra retenir que décolonisation pacifique n'est pas synonyme d'absence de violence. Cela n'est pas synonyme d'absence de violence. En Inde, par exemple, la décolonisation est pacifique, mais elle a été émaillée de violence, car l'Inde a été partitionnée en deux États, l'Inde et le Pakistan. L'Inde à majorité hindoue et le Pakistan à majorité musulmane. Et durant le transfert de population d'un État à un autre, il y a eu donc beaucoup de violence. Et donc, nous allons dans le tableau suivant, sur le tableau suivant, vous faire une petite synthèse de la décolonisation pour le cas de l'Algérie et du Sénégal, à titre comparatif. Le Sénégal était une colonie d'exploitation alors que l'Algérie était une colonie de peuplement. Une colonie d'exploitation, pourquoi? Les Français avaient introduit la culture de l'arachide au Sénégal. Leur objectif, c'était de produire donc, de la matière première et de l'exporter. En Algérie, on avait une colonie de peuplement. Donc, l'Algérie, c'était un territoire où des Français, qu'on appelle les pieds noirs, sont venus habiter. Donc, quand on dit colonie de peuplement, de façon générale, c'est une colonie destinée à la migration de ces populations qui viennent de la métropole, qui vont aller s'installer sur ces terres. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas l'exploitation économique des terres colonisées. Et comme puissance coloniale, on a la France qui a colonisé les deux pays et des leaders qui ont marqué l'indépendance, soit de l'Algérie et du Sénégal. Nous avons au Sénégal Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia avec le parti politique l'UPS. En Algérie, on peut citer le cas de Ferhat Abbas et de Messali Hadj d'Ahmed Ben Bella avec le FLN, le Front de Libération Nationale. Tous les deux pays n'ont pas connu la même forme de décolonisation. Au Sénégal, la décolonisation fut pacifique, alors qu'en Algérie, elle fut violente. Et là, nous avons les différentes étapes de la décolonisation du Sénégal. Il y a d'abord la conférence de Brazzaville de 1944, l'Union française de 1946, la loi cadre de 1956 et le référendum qui va instituer la communauté. Et le Sénégal, la date d'indépendance, nous avons 1960. Par contre, pour le cas de l'Algérie, c'était une décolonisation violente. L'Algérie a connu une guerre de libération de 1954 à 1962. Et c'est en 1962 que l'Algérie donc a connu son indépendance à la suite des accords d'Évian. Donc voilà de façon très ramassée ce qu'on pouvait retenir sur le cas de l'Algérie et du Sénégal à propos donc de la synthèse sur le processus de décolonisation. Maintenant, nous allons voir quelles ont été les conséquences des différentes formes de décolonisation.
mais aussi quel a été le devenir des colonies. Dans le cadre de la décolonisation violente, il a été noté une rupture totale des relations entre l'ancienne métropole et l'ex-colonie. Et ça se comprend. Pourquoi? La personne réclame son indépendance, la nation réclame son indépendance, vous vous battez, il y a eu mort d'hommes, etc. En un certain moment, vous avez trouvé un accord pour que la personne garde son indépendance ou bien la nation garde son indépendance. Là, c'est sûr que vous ne pouvez plus être en bon terme. Quand il y a choc, il y a rupture brutale le plus souvent. Et voilà les raisons pour lesquelles on peut noter cette rupture totale dans les relations entre l'ancienne métropole et l'ex-colonie. Par contre, pour le cas de la décolonisation pacifique, il y a eu une continuité de relations entre l'ancienne métropole et l'ex-colonie. Et ceci a jeté les germes du néocolonialisme. L'ancienne métropole va continuer à maintenir ses intérêts. Et d'ailleurs, si nous prenons l'exemple des pays francophones d'Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, on voit cette continuité du néocolonialisme. Les monnaies, on utilise toujours ces monnaies héritées de la colonisation. Et les anciennes métropoles ont tout fait pour maintenir leurs intérêts au sein de ces ex-colonies. Leur main est toujours derrière, donc pour des raisons purement politiques ou économiques. Maintenant, à propos du devenir des ex-colonies après leur indépendance, ces jeunes nations vont rapidement faire face à beaucoup de difficultés. Ils vont se retrouver dans une situation de pauvreté. Ils vont commencer à ressentir les dures réalités du tiers-monde. Il y aura aussi beaucoup de tensions politiques au sein de ces nouvelles nations indépendantes. Si on prend la situation de pauvreté, les colonies qui produisaient des matières premières, les matières sont exportées directement en métropole. Du jour au lendemain, ces nations se retrouvent indépendantes. Ils ont accusé un retard énorme dans le processus d'industrialisation. Parce qu'il n'y avait pas d'industrie structurante capable de transformer les matières premières et autres. Il n'y avait qu'une économie donc, de traite. Les gens produisaient, ils vendaient, les produits sont exportés et ils recommençaient. Et ceci donc a causé d'énormes difficultés économiques à ces différentes nations. L'autre problème, c'est quoi? Les tensions politiques. La colonisation a tracé des frontières artificielles. Des peuples qui jadis étaient hostiles, antagonistes, des peuples qui ne s'entendaient pas, qui se rejetaient, se retrouvent au sein d'un même territoire. Et ceci va créer des tensions, des guerres fratricides, des guerres entre frères. Ceci va donner naissance à des mouvements de libération. Et ces jeunes États indépendants vont connaître beaucoup d'États parmi eux, vont connaître des coups d'État. Parce que la démocratie n'était pas encore bien huilée. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays ont connu juste après les indépendances donc, des coups d'État. En dehors de ces coups d'État, on a les mouvements séparatistes, mais aussi les guerres et conflits fratricides. Et donc, ces nouveaux pays indépendants vont chercher à se positionner dans le concert des nations. Et il y aura la naissance du mouvement de non-alignés, comme on l'a évoqué tantôt. À la conférence de Bandung en 1955, des nations afro-asiatiques vont se regrouper et vont jeter les bases du non-alignement, le mouvement des non-alignés qui sera créé en 1961 à Belgrade. Et ce mouvement-là va regrouper ces nations dites du tiers-monde, un vocable qui a été forgé par Alfred de Sauvy, et elles vont chercher à se positionner. Elles ne sont ni du côté de l'Est
c'est-à-dire du côté de l'URSS, ni du côté de l'Ouest, c'est-à-dire du côté des États-Unis. Mais, malheureusement, ces nations ne pourront pas parler d'une seule voix au niveau donc de la tribune des Nations Unies pour des raisons idéologiques mais aussi économiques. Comme on le dit souvent, les États ont des intérêts, mais pas d'amis. Il y a eu des États qui étaient pro-URSS, des États pro-États-Unis, et ceci a fait qu'il y a eu des divergences entre les différentes nations, et ceci a fait qu'elles ne pouvaient pas parler donc d'une seule voix. Donc, chers élèves, voilà de façon très ramassée quelques éléments qu'on peut noter sur les causes et les formes de la décolonisation. Il faudra retenir que la décolonisation a eu des facteurs ou causes internes ou directes et des facteurs ou causes externes ou indirectes, et que la décolonisation s'est faite sous différentes formes. Il y a la forme pacifique et il y a la forme violente. Quand on parle de la forme violente, c'est quand l'indépendance est obtenue à la suite d'une guerre de libération entre la métropole, c'est-à-dire la puissance colonisatrice, et la colonie, le territoire colonisé. Et quand on parle de décolonisation pacifique, l'indépendance est obtenue à la suite d'un long processus de négociation. C'est important de faire la part des choses entre les différentes formes, mais aussi de faire la part des choses entre les différentes causes qui ne sont pas les mêmes. Les unes, c'est-à-dire les causes externes, sont indirectes, alors que les autres, c'est-à-dire les causes internes, elles sont directes. Et il faudra aussi savoir que la décolonisation soit pacifique ou violente, elle s'est accompagnée de conséquences. Pour ce qui concerne la décolonisation violente, on note cette rupture entre l'ancienne métropole et l'ex-colonie, mais pour ce qui concerne la décolonisation pacifique, il y a une continuité des relations, et cette continuité des relations va jeter les germes du néocolonialisme. Et que les États nouvellement indépendants feront face aux dures réalités du tiers-monde. Ces États vont connaître beaucoup de remous sur le plan politique avec la naissance de mouvements séparatistes, avec les coups d'État, et que ces États feront face à des difficultés économiques. Donc, chers élèves, je vous encourage et vous souhaite une bonne chance aux examens de fin d'année, que ce soit pour les candidats au BFM, mais aussi pour les candidats au baccalauréat. Parce que le thème que l'on vient d'aborder est important aussi bien pour les élèves de 3e, mais aussi pour les élèves de la terminale. Je vous remercie et aussi j'exhorte ou bien j'invite les parents à encourager davantage les élèves à les galvaniser, à les motiver comme ils le font toujours, comme ils savent le faire, mais aussi j'invite les élèves à redoubler davantage d'efforts pour rendre la monnaie à ces parents qui ne cessent vraiment de tout faire pour la réussite de leurs enfants. Et je profite de la même occasion pour lancer un appel et aux parents, et aux enseignants, et aux élèves sur l'importance des technologies numériques dans l'enseignement, dans l'éducation. Aujourd'hui, la pandémie que le monde vient de traverser a fini par montrer à l'humanité que l'éducation, ce n'est pas seulement l'éducation, mais que le monde ne peut plus fonctionner sans le numérique. Et aujourd'hui, l'éducation par le numérique, elle est importante parce que ça peut pallier les manquements, renforcer les capacités d'enseignement-apprentissage comme la crise de la Covid vient de nous le montrer. Et dans notre association SENEM, Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, nous faisons la promotion de ces outils numériques parce que c'est important que l'on puisse se les approprier. Le monde a connu
la première révolution industrielle, la deuxième révolution industrielle, voire même la troisième révolution industrielle. Et aujourd'hui, nous sommes dans la révolution du numérique. Et nous, autres pays en voie de développement, nous n'avons pas le devoir de rater ce nouveau départ. Nous devons nous accrocher au wagon afin donc d'arriver à temps avec les nations émergentes. Je vous remercie.